C'est sûrement un travail beaucoup plus long terme, mais où les résultats sont exponentiels et où, un peu de la même manière que quand tu fais de l'inbound versus de l'outbound, où tu vas attirer des gens qui te ressemblent, comme nous, de la même manière qu'on attire des clients qui nous ressemblent. Donc oui, par exemple, se faire que de la chasse, c'est très bien, tu vas aller chercher des gens, des profils intéressants, mais s'ils arrivent qu'il n'y a pas de culture de boîte, tu vas pas pouvoir les convaincre. Alors que si tu te mets directement à la construire et à la partager aussi, à la diffuser, tu vois, à l'extérieur de ta boîte, bah, tu vas attirer des gens qui te ressemblent, et sur le long terme, bah, c'est tout gagnant, quoi. Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Salut Simon. Salut Vincent. Comment tu vas ? Ah bah ça va très bien, très contente de pouvoir te parler aujourd'hui. Ah bah écoute, c'est réciproque. En plus j'ai de la chance, parce que c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Ouais. Et tu m'as accueilli comme un roi, mais 2 fois. La première fois, tu m'as accueilli dans l'Emverse. C'est ça. On va en parler, où j'ai pris une grosse claque déjà, direct, donc j'étais trop chaud. Et là, on est dans le super studio d'enregistrement de l'Empire, du coup. C'est ça. Je vais dire l'Emlist, l'Empire pendant tout le truc. Ouais, c'est pas grave. Tu m'as ça arrive à tout le monde. C'est l'Empire, mais ça peut être l'Emverse, l'Emlist, tout passe. Ça marche. Et c'est là où, du coup, vous faites toutes les vidéos, tout le contenu, exactement, la masse de contenu que vous faites on pourra chez sûrement en parler, mais il y a une grande partie de notre contenu qui est créé ici. C'est pour ça qu'on a cherché des bureaux avec des studios, ouais. Ah bah écoute, c'est un honneur, super cool. Bah écoute, pour ceux qui te connaissent pas, parmi les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Simon ? Avec plaisir. Donc moi je m'appelle Simon, donc je suis le Head of People et Culture chez l'Empire. Et rapidement, l'Empire, qu'est-ce que c'est ? C'est la maison mère chez nous, sous laquelle il y a plusieurs projets, dont le plus connu, en tout cas celui qui nous a rendu, qui a le plus d'utilisateurs et qui génère aujourd'hui la plupart de notre revenu, qui est l'Emlist, mais une année 2022 très spéciale pour nous, puisque on repart sur le lancement de différents projets. Donc, une boîte SaaS, l'Empire, mais multi-projets. Et alors, du coup, on va parler de toi déjà, parce que du coup, c'est un nouveau rôle pour toi, c'est ça, exactement, de People and Culture, mais tu connais très bien, t'as connu très bien l'Emlist et l'Empire, du coup. Ouais, si tu veux, j'ai rejoint l'équipe en fin août, début septembre 2020, quand le seul projet qui existait vraiment, c'était l'Emlist. Donc moi, j'ai rejoint l'Emlist et j'ai été dans l'équipe commerciale pendant un peu plus d'1 an, donc jusqu'à septembre 2021, jusqu'au moment, et on aura l'occasion d'y revenir aussi, où l'année 2022 arrivant, on avait de nombreux défis, le multiprojet, le fait de faire passer l'équipe à l'échelle également, nous a, tu vois, mis face à la nécessité de monter une équipe people pour structurer tout ça. Et voilà, je pense que le fait de partager de manière proche la vision qu'on a pour l'Empire avec Guillaume, avec les fondateurs, les head-off, et je pense ma nature très curieuse font que Guillaume m'a proposé de monter ce département. Et voilà, donc 4-5 mois là maintenant que l'aventure s'est lancée. Bah félicitations, ouais. C'est cool. C'est un super job en vrai. Ouais, c'est cool. Et alors du coup, effectivement, tu le disais, on connaît beaucoup l'Emlist. Aujourd'hui, donc, on parle de l'Empire. Ouais. Vous lancez plein de nouveaux projets. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Parce que vous changez complètement de paradigme, en fait. Alors, en fait, pas tant que ça. Parce que ceux qui nous connaissent depuis très longtemps savent que dès le début, l'Empire a été une société qui lançait plusieurs projets. Donc, il y a eu l'Empod, qui a été revendu en 2020, mais qui a eu une croissance exponentielle pendant les 18 mois dans laquelle elle a été gérée par l'Empire. Et il y a eu un moment où, à peu près au moment où je suis arrivé, où on s'était dit qu'avec l'Emlist, il y avait tellement de choses à faire, on sentait vraiment l'hypercroissance qui commençait, que on a voulu mettre toutes nos ressources, tout notre focus entièrement sur l'Emlist. Sauf que, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aussi, le fait de n'avoir personne pour nous dire ce qu'on doit faire, l'ADN, tu vois, des 3 fondateurs de base aussi, et je pense qu'ils ont très bien réussi à répondre à toute l'équipe, c'est pas être un startup studio, mais presque. On veut pouvoir lancer d'autres projets, on veut pouvoir faire ce qui nous fait kiffer. L'Emverse, on en reparlera aussi, et c'est un très bon exemple, tu vois. Donc voilà comment ça s'est un peu construit, et donc c'est pour ça que depuis l'été dernier, on a commencé à préparer le terrain pour le lancement de nouveaux projets. Et là, 2022, c'est l'un des 2 gros défis, au-delà du mien, on va dire, qui est de faire passer l'équipe à l'échelle, c'est de passer de 1 SaaS, qui est l'Emlist, à 4 SaaS d'ici la fin de l'année 2022. Ah, c'est énorme. Ouais. Sans faire forcément, tu vois, x4 avec l'équipe, ou en tout cas, pas loin de x4 avec l'équipe, mais pas x4 de tous les postes,
pour chacun des projets. Ouais, Ça va être, beaucoup de monde va travailler cross-projet à l'intérieur de la boîte. Et justement, au final, si on prend cette vision globale d'être un startup studio, etc., concrètement, qu'est-ce qui unit un peu tout ça? C'est-à-dire, c'est quoi votre marché et c'est quoi le problème que tu veux résoudre pour qui avec l'Empire? Je pense que la mission numéro 1, je sais pas si c'est une mission, si c'est une vision ou comment on peut l'appeler, mais c'est changer totalement la manière dont les relations professionnelles arrivent. Donc, c'est la relation avec tes prospects quand tu parles de Lemlist, c'est la relation à l'intérieur de l'entreprise quand tu parles de Lemverse, notamment pour les équipes remote. Et les projets qui arrivent vont aussi... et je pourrais en parler plus tard, Guillaume a déjà commencé à le teaser, c'est plus ou moins public maintenant, mais on veut lancer notre propre CRM, donc l'MCRM, donc forcément ça va être changer la manière dont on a des relations avec nos propres clients, et finalement tu vois c'est construire le futur des relations B2B aujourd'hui, et c'est vraiment la tagline générale qui va regrouper tous nos projets. Et bien sûr, tu auras des super intégrations entre les Lemlist et évidemment, les MCRM. Évidemment, il va y avoir, je peux pas tout teaser, mais évidemment, il va y avoir un écosystème Lem quelque chose qui va nous permettre de regrouper tout ça sous une même bannière. Ouais, c'est très cool. Et alors justement, Lemverse, on va en parler du coup, parce que je l'ai trop teasé au début, tant qu'on fait le tour de vos produits. En fait, quand on s'est rencontrés la première fois, moi je m'attendais à ce que tu m'envoies un numéro de téléphone, un Zoom, tu vois, un truc... que les gens normaux font, et tu me dis vas-y on se rejoint dans Lemverse. Moi j'étais là ok, du coup je sais pas, je me suis connecté beaucoup trop tôt parce que je me suis dit il va falloir faire des trucs pas possibles, et en fait c'est vos bureaux virtuels, et du coup je me retrouve avec un espèce d'avatar qui ressemble pas mal à Sacha de Pokémon, pour ceux qui ont connu Pokémon Rouge, tu vois. On commence à vieillir. Je pense qu'on a les mêmes refs sur ça. Clairement. Et du coup je te vois arriver, qui vient me chercher avec ton avatar, et tu m'emmènes dans une salle de réunion. En fait quand t'arrives vers moi, il y a nos visios qui pop et on se parle. C'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, l'inverse, c'est marrant. Et je pense que c'est c'est quelque chose qui marque vraiment l'ADN multiprojet qu'il y a chez nous, parce que là, c'est pas Guillaume, mais c'est Vianney, donc un des co-CTO, qui... et ça fait un moment maintenant, ça devait être fin 2020, tout début 2021, qui s'est chauffé sur un week-end, parce que on avait le sentiment que dans notre manière de créer de la relation à l'intérieur de la boîte, et on en parlera plus tard, mais on est international, on a une dizaine de nationalités, on travaille dans 5 ou 6 pays différents, on voulait retrouver quelque chose qui ressemble le plus possible à un vrai bureau. Et donc, il a eu cette idée de créer un bureau virtuel où on n'a pas besoin, dès qu'on veut échanger avec quelqu'un, de faire 10 clics pour créer ton Zoom, de lui envoyer, de passer par Slack systématiquement, etc. Donc, il a commencé à coder ça en mode, ça va être un projet interne, on va voir, on va le tester en interne, on va voir si les gens accrochent. Et maintenant, on est 1 an plus tard, et c'est l'outil de communication numéro 1 à l'intérieur de la boîte. Un des gros objectifs pour 2022, c'est de diviser par 3/4 le nombre d'interactions qu'on a sur Slack, de les avoir entièrement sur Lemverse. Et c'est quasiment déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, il n'y a plus de Zoom. Tout est fait directement sur Lemverse. Même les relations avec l'extérieur se font sur Lemverse. Donc, tous nos entretiens d'embauche, par exemple, se font sur Lemverse. Je sais que le board avec les fondateurs se fait également sur Lemverse. Donc, vraiment, on essaye au fur et à mesure de faire basculer toute notre communication interne sur Lemverse, et aussi de créer des communautés à l'intérieur de Lemverse. Donc, c'est un projet open source encore aujourd'hui. Donc, n'importe qui peut venir créer son propre monde sur Lemverse. Et un des points forts que Guillaume a lancé dès le début, c'est le côté communauté. C'est quelque chose où je pense qu'on est plutôt bon sur le fait de créer des communautés. Et donc là, on vient d'en lancer une dernière qui est un de nos gros projets pour les 2-3 prochaines années, qui s'appelle la Bootstrap Family, qui est une communauté aujourd'hui d'entrepreneurs de toute taille bootstrappés, et qui est donc sur Discord et sur Lemverse. Donc aujourd'hui, on essaie vraiment aussi de faire en sorte que Lemverse, ce soit pas seulement un outil qui va, entre guillemets, remplacer Slack, mais c'est aussi de se dire, c'est très ambitieux de dire les choses comme ça, mais et on le dira jamais vraiment comme ça sur notre site web, etc. Mais on veut aussi remplacer LinkedIn d'une certaine manière. On veut que la communauté B2B puisse se retrouver sur Lemverse et puisse recréer de la relation, de la sérendipité, de la même manière que lorsqu'on a des événements, tu vois, qui sont en extérieur, en physique. Donc on veut retrouver ce truc un peu de sérendipité, des rencontres B2B qui créent du business à l'intérieur de Lemverse. Et la dernière chose, c'est que c'est un peu un outil anti-productif. Parce que, tu vois, au début, sur Lemverse, on pouvait se téléporter. Donc, on pouvait aller directement voir quelqu'un qui était à l'autre côté de la map. Et on a arrêté. On a enlevé cette feature-là. Parce que tu veux pouvoir recroiser les gens. Parce qu'on veut pouvoir recroiser les gens, exactement. Donc, il y a plein d'aspects comme ça, de dynamique sociale qu'on veut retrouver à l'intérieur de Lemverse. Et
toute notre logique produit aujourd'hui sur l'Emverse, c'est ça. C'est comment on réinvente la manière dont les entreprises communiquent entre elles et aussi, la manière dont on communique à l'intérieur d'une entreprise, mais aussi comment les entreprises communiquent entre elles, d'où le côté, on est un peu versus Slack, mais aussi versus LinkedIn sur l'Emverse. Ça, c'est des beaux concurrents. C'est des beaux concurrents, mais encore une fois, voilà, c'est aujourd'hui un projet qui est open source, qui est gratuit. On veut prendre le temps, c'est ça, qui a un effet wow très cool. On a aujourd'hui 3 ou 4 000 utilisateurs qui viennent se connecter tous les mois, alors qu'on n'a jamais communiqué dessus, etc. Donc, on veut prendre le temps de faire nos tests dessus. C'est notre bac à sable. Et le jour où on aura vraiment l'impression d'avoir trouvé le bon produit, là, je pense qu'on va y aller très très fort. Mais voilà, on n'est pas pressé. Aujourd'hui, c'est pas le projet numéro 1 sur lequel il y a le plus de ressources. Ouais. Alors, tu vois, parce que vraiment, l'effet waouh est incroyable, et du coup, forcément, t'en parles, et forcément, t'y penses, et du coup, pour comprendre, parce que moi, je suis venu, j'en ai pu parler une demi-heure pour préparer l'épisode. Quand tu bosses chez Lemlist, concrètement, je voyais les gens qui étaient à des bureaux virtuels, du coup, mais bon, après, j'imagine que c'est là qu'il y a une séparation quand même entre le réel et le virtuel. Enfin, t'as ton écran avec ce sur quoi t'es en train de bosser. Si t'es en train de coder, t'as pas le même petit écran dans l'Emverse, etc. Mais du coup, est-ce que n'importe qui peut venir te voir et allumer ta caméra sans que tu sois d'accord? Et comment tu gères ce truc-là? Ouais, en fait, t'as raison. Techniquement, oui. Techniquement, n'importe qui peut venir dans nos bureaux. De façon, de base, quand on va sur lemverse.com, tu vas arriver dans un lobby qui te permet d'accéder à nos bureaux. Donc, c'est n'importe qui peut venir nous voir. Après, tu peux... Déjà, on a des zones DND, donc Do Not Disturb, qui te permettent, quand tu es dans un endroit, personne peut venir te faire ding-dong, parce que c'est le bruit ding-dong quand quelqu'un, pour ceux qui vont pas comprendre, mais quand on croise quelqu'un, ça fait ding-dong, ça ouvre ta caméra, ça ouvre ton micro. Donc, tu peux soit te mettre dans des zones où personne va venir t'embêter, ou tu peux aussi, sur ton petit avatar, couper ton micro, couper ta caméra, et dans ce cas-là, personne va pouvoir venir te voir non plus. T'as un contrôle dessus quand même. C'est ça. Ouais. Mais tu vois, on est tellement, je pense qu'on veut aller tellement loin dans la manière de reproduire ça que on est en train de se poser la question. Parce que dans le monde réel, t'as pas de zone de not disturb dans un bureau. À n'importe quel moment, quelqu'un peut venir toquer à ta porte et te poser une question, tu vois. Donc même sur ça, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on reproduit vraiment la manière dont se font les interactions en IRL à l'intérieur de l'Emverse. Donc même des zones de not disturb, je suis pas sûr qu'on les garde sur le long terme parce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans la vraie vie. Et du coup, concrètement, je peux me pointer demain dans l'Emverse et aller pinguer Guillaume et leur dire salut quoi. Ah, il y en a plein qui l'ont fait. Hein. C'est vrai ? On a déjà embauché Michael, par exemple, tu vois, de notre team, qui est un développeur. Alors, c'est un développeur Meteor de base, donc qui est le framework qu'on utilise pour développer. Même moi, tu m'as perdu. Ouais. C'est un des frameworks les devs qui vont nous écouter vont m'assassiner, mais c'est un framework sur JS. Donc qui est celui qu'on utilise pour développer tous nos projets. Et donc Michael, et cette histoire est incroyable, un soir il est venu sur l'Emverse, il y a plein de zones qui sont réservées que aux administrateurs, donc ceux comme nous qui ont des adresses l'empire.co, et lui il a trouvé une faille entre guillemets, mais c'est même pas une faille, c'était juste quelque chose qui n'avait pas encore été codé, et du coup il arrivait à se promener dans n'importe quelle zone qui était normalement réservée que aux employés. Et avec Guillaume, un soir à 22h, on discutait sur l'Emverse et on voit quelqu'un qu'on connaissait pas, qui se baladait sur l'Emverse dans des zones où il n'avait pas le droit d'aller. C'est qui ce gars-là ? Exactement. Donc on est allé lui parler et tout, et ça a commencé comme ça. C'est énorme comme ça. Et puis finalement maintenant il est chez nous et il cartonne chez nous, donc trop marrant comme histoire. Très cool, très cool. Et en fait, je trouve ça intéressant. C'était pas juste histoire de te dire oui, nanana, tout le monde peut venir parler à tout le monde alors qu'ils sont chez eux. Je trouve ça intéressant parce que ça dit aussi en termes de manière de travailler dans ta boîte et forcément du coup de la culture de ta boîte. C'est quelque chose, et du coup, ce qu'il y a derrière en termes de remote, tu vois, parce que vous êtes une boîte, on va en parler beaucoup, qui est quasiment 80% remote. Ouais. Et voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est très prégnant dans votre culture, justement, ce côté spontané, accessible, transparent en fait? Enfin, même vos bureaux sont transparents quand on arrive, etc. Tu vois, je pense que c'est et encore une fois, c'est des choses qui ont vraiment été beaucoup mises en avant, notamment par Guillaume, par les 3 fondateurs, je pense, mais par Guillaume aussi dès le début. Et Guillaume, tu vois, d'une certaine manière, il nous a tous un peu biberonnés quand on est arrivé pour qu'on s'imprègne de cette culture. Parce que les ambitions, il les a quand même si au tout début il dit qu'il voulait juste se payer, tu vois, l'ambition vient en mangeant, mais dès le début l'ambition il l'avait, donc il savait, nous qui arrivons dans les 2-3 dernières années, qu'on était, si ça se passe bien, amenés à être les piliers de la boîte dans les années futures. Donc il a voulu, je pense vraiment le plus possible nous transmettre cette culture de la transparence, le fait d'être authentique, d'être comme on est en fait dans la vraie vie,
dans notre communication en interne et aussi à l'extérieur. Et donc du coup, ouais, c'est difficile de mettre des mots dessus, mais c'est quelque chose qui a été très naturel chez nous et qu'on essaye vraiment de transmettre à chaque nouvelle personne qui arrive, que ça soit dans ses publications LinkedIn, dans ses vidéos YouTube ou dans sa manière dont il va parler de manière générale avec nos prospects. Même, tu vois, je pense notre chat aujourd'hui support, le ton qui est utilisé par l'équipe de ENA est très authentique et très naturel. Et donc ça, c'est difficile de l'expliquer, etc. Mais c'est juste dans la culture de boîte. Et c'est quelque chose qui se transmet de nouveaux employés en nouveaux employés. C'est plus forcément Guillaume qui est là à parler à tout le monde tous les jours comme il pouvait le faire quand on était 10. Mais c'est quelque chose, en tout cas, chez les gens qui restent, qui sait comment dire. Je trouve plus mon mot, mais qui s'est répandu, qui s'est répandu très facilement, exactement. Complètement. Mais en fait, c'est ça que je trouve merveilleux. Je boucle ma série de questions là-dessus, mais en gros, t'as cette valeur-là qui est hyper forte chez vous, tu vois, et tu la déclines de manière hyper opérationnelle, dans la manière dont tu travailles au quotidien chez Lemlist, mais tu la déclines dans les produits que tu crées. Puis à ce côté, cette spontanéité, c'est aussi ce qui va avec Lemlist quelque part. Tu peux contacter globalement n'importe qui avec Lemlist. T'es pas sûr qu'il te réponde si ton mail est écrit n'importe comment, mais tu peux contacter n'importe qui. Et ça se décline en fait sur énormément de dimensions, que ce soit en interne, en externe, la manière dont tu parles à tes clients, etc. Et donc du coup aussi dans votre contenu, vous faites énormément de contenu. Je pense que ça vient pas pareil. C'est pourquoi cette notion de marque personnelle qui est extrêmement développée chez vous avec la figure de Guillaume, du coup Guillaume le CEO, parce qu'on en parle depuis le début. Mais je sais pas si encore tout le monde connaît Guillaume malgré tout son contenu. Voilà, c'est pareil. Est-ce que c'est un truc qui est réfléchi, pensé, etc. Tout ce contenu et pourquoi du coup faire ça et pas, je sais pas, d'autres moyens de faire de l'acquisition, tu vois. Ouais, bien sûr. Avec tes sales, tu peux très bien envoyer des campagnes Lemlist, appeler des gens. Bah non, mais c'est un mouvement aussi qu'on n'est pas les seuls à suivre d'ailleurs, mais de build in public, qui permet en fait aux gens qui achètent tes services ou même qui te suivent sans forcément parler que ce soit des clients, de mettre des visages, de mettre des personnalités sur les services qu'ils utilisent. Je pense que c'est un mouvement là qu'on voit depuis 4-5 ans qui est assez nouveau dans le SaaS B2B. De base, tu vois, c'est extrêmement boring, le SaaS B2B. Et ce mouvement-là, et je pense qu'on est parmi les pionniers, on n'est pas les seuls à le faire, mais on doit être parmi les pionniers, permet de remettre l'humain juste au cœur de la relation, de la relation commerciale même. Et c'est vrai à tous les niveaux de notre communication, et même dans des détails, mais vraiment, quand on fait des articles de blog, il y a la photo de la personne, tu vois, qui a rédigé l'article sur l'aperçu de cet article-là. Donc même dans les détails, nous, notre objectif, c'est juste d'être authentique et de montrer aux gens que derrière l'Empire et tous les projets, il y a des vrais humains, et que dans notre communication, ça soit le cas aussi, sur les réseaux sociaux, etc., de montrer dans ce qu'on écrit, dans ce qu'on produit en contenu, qu'on est des vraies personnes et qu'on fail 80% des fois des choses qu'on utilise. Parce que c'est le cas aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. On est souvent dans l'échec, mais c'est aussi bien de le partager parce que les gens vont forcément mieux s'identifier avec ça. Et voilà, de manière générale, comment ça se passe sur ce point-là. Ouais. Et justement, ça, c'est possible parce que, effectivement, chez vous, il n'y a pas du tout que Guillaume qui communique. Chaque employé développe son truc. J'ai pas son nom qui me revient, mais je sais que il y a un de vos sales pour une époque qui avait fait énormément de posts. Ouais, Marwan, c'est ça, qui est parti du coup, c'est ça, qui est chez Refti, c'est ça, qui est dans le recrutement maintenant. Que je suis du coup et qui faisait énormément de posts. Mais il y a vraiment ce côté, il faut une confiance très très forte dans les membres de ton équipe pour pouvoir aller justement porter sa voix personnelle. Et ça vient que avec une adéquation hyper forte à ta culture de boîte. En fait. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça et aussi, et ça encore une fois, c'est les premiers qui l'ont prouvé et nous on a pris le relais au fur et à mesure. Je vais prendre l'exemple de l'équipe commerciale. Ouais. On n'a jamais voulu et on n'a pas l'ambition, tu vois, d'avoir une équipe comme certaines boîtes qui lèvent des centaines de millions, d'avoir 200 ou 300 personnes dans l'équipe commerciale. Donc et je pourrais donner un exemple très concret, on s'est posé la question en juin dernier, quand j'étais encore dans l'équipe Sales, avec Nadia, la Head of Sales et le reste de l'équipe. Comment est-ce qu'on fait pour, en gardant une équipe qui forcément sera sous-staffée par rapport à certains de nos concurrents américains, où vraiment ils sont 400, tu vois, 400 SDR dans l'équipe, comment on fait quand on est moins de 10 ? Ils ont assez de leads pour les faire manger. Je sais pas, ils vont les chercher, hein. Non mais je pense qu'ils sont très bons en plus, tu vois, mais comment tu fais au bout d'un moment pour faire scaler ton impact, pour toucher un maximum de gens ? Et une des initiatives, je pense, qui a beaucoup fait parler et qui continue encore aujourd'hui, tu vois, 6 mois plus tard, c'est de se dire, on va arrêter de faire de l'acquisition outbound pour nous, on va arrêter de faire des campagnes, on va la faire pour nos clients et on va tout documenter. Et donc on a lancé ce projet qui s'appelle Lem Hero,
où le héros, c'est notre client, où on va chercher des clients à nous, soit qui galèrent à avoir des résultats, soit qui veulent tester des approches différentes, et on va tout documenter, le process, leur accompagnement qu'on fait avec eux, et du coup, grâce à ça, on crée des articles de blog avec des vrais cas, on crée des vidéos sur YouTube, on crée des posts sur LinkedIn, et ça nous permet avec le même boulot qu'on ferait pour nous pour faire une séquence sur 200 prospects, de toucher des dizaines de milliers de personnes plutôt que de toucher 200 personnes. Tu fais l'acquisition organique, quoi. Exactement. Et donc, on fait passer notre impact, notre visibilité, on fait x10, x20, x30. C'est exponentiel. Exactement, c'est exponentiel. Et puis voilà, la vidéo, l'article de blog, ils seront encore là pendant 3 ans, quoi. Alors qu'avec le même boulot, moi, tout seul, en tant que sales, j'aurais touché 200 personnes parce que j'avais 200 prospects dans ma liste de prospects, quoi. Et alors, ce côté, tu vois, là, je vais juste aller péter une croyance limitante sur ce côté build in public. Premier truc que tu peux te dire quand on t'écoute dire ça, c'est non mais moi mes clients ils seront jamais d'accord pour que je vienne te montrer que ça marche pas chez eux, qu'ils galèrent, qu'on n'y arrive pas, que nanana. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment tu les convaincs d'être on board là-dessus? Il y a encore une fois, j'imagine qu'il y a une notion de résonance entre qui vous êtes chez Lemlist et les clients que vous avez. Ouais, je pense qu'il y a un alignement forcément avec les clients qu'on a accompagnés sur l'Amiro. C'est des gens qui nous connaissent, donc qui connaissaient notre ton, etc. Mais c'est marrant la question que tu poses parce que on fait ça entièrement gratuitement pour nos clients. Ouais. Le seul prix qu'ils ont à payer, c'est la transparence totale. D'accord. Et on a un exemple, je crois que Nadia a sorti la vidéo où elle sort bientôt, d'un échec. On a fait une séquence pour un client, ça n'a pas marché, c'est pas grave, on fait une vidéo, on fait une étude de cas, on explique ce qu'on aurait pu faire différemment, ce qui aurait pu marcher, et le client, au final, ma conviction à moi, c'est que ça n'a aucun impact négatif sur lui. Par contre, ce qui se passe, c'est que il va y avoir sur la vidéo YouTube, tu vois, va y avoir entre 1000 et 10 000 vues dans la prochaine année. Dans l'article de blog, il va y avoir entre 30 000 et 50 000 personnes qui vont passer dessus dans la prochaine année. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de gens qui vont voir son nom, qui ne le connaissaient pas. Si sa proposition de valeur, elle fait sens avec la personne qui lit, ça se trouve, on va lui apporter un nouveau lead, quoi. Plus les posts LinkedIn, etc. Donc, tout le monde est très gagnant dans cette histoire-là, au final, même si c'est un échec. Mais par contre, on s'est posé la question un peu au début, parce que même si c'est dans l'ADN de la boîte, on a toujours un peu, je sais pas si c'est de la honte, mais on a toujours un peu peur de se rater, de faire n'importe quoi et que la séquence marche pas. Et on s'est dit, non, tant pis. Si ça marche pas, on partage quand même, on explique. On prend du recul, on essaie de se dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour que ça marche, mais par contre on partage et on fait comme ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est on partage les réussites, évidemment, un peu à l'américaine et parfois certains nous le reprochent, mais on partage les réussites, mais on partage aussi les ratés, ouais. Effectivement, je comprends, du coup c'est vraiment un jeu à somme positive, quoi. Franchement. Pour tes clients aussi, t'as une valeur de fou furieux. Et j'avoue que c'est un peu facile pour nous, c'est peut-être pas facile pour nous, mais maintenant ça commence à être une grosse boîte avec une belle visibilité, etc. C'est très facile de convaincre des clients de nous rejoindre, tu vois. C'est moi qui ai reçu 70 mails après avoir fait un post LinkedIn parce que les gens ils voulaient faire le programme Lamiro, etc. Je pense que c'est plus challengeant quand tu es une petite boîte qui commence et tu veux avoir cette approche du contenu, mais je pense pas que ça soit impossible non plus. Mais voilà, pour être hyper transparent, je pense que notre notoriété a facilité les choses aussi sur ça, quoi. Forcément. En même temps, c'est une notoriété que vous avez construite aussi. C'est ça qui s'est construite aussi. Et justement, tu vois, je reviens sur cette notion de résonance client. Alors, je sais pas si c'est un terme qui te parle ou pas, mais en gros, c'est juste trouver des clients qui sont alignés avec tes valeurs, qui tu es. En général, c'est des clients avec qui ça va très bien se passer, tu vas créer des relations à long terme, etc. avec eux. Alors, vous êtes sur un modèle SaaS, etc. C'est de l'abonnement, tout le monde peut prendre un abonnement, mais est-ce que ça vous arrive de refuser des clients? Est-ce que ça vous arrive tu vois, parce qu'on peut aussi pourrir votre outil en faisant n'importe quoi avec, j'imagime, sur de l'emailing, si tu spams la terre entière, je peux dire que ce soit très bon, même pour vous et vos serveurs, à un moment donné, ça doit piquer quelque chose, quoi. Alors, il y a des limites quand même sur le nombre de mails que tu peux envoyer, donc il y aura jamais de problème sur la partie tech. Par contre, sur la partie image, ça nous arrive encore malheureusement trop régulièrement. Nous, dans le contenu qu'on pousse, on veut montrer la bonne manière de faire. Et la bonne manière de faire, c'est que il vaut mieux contacter 15 prospects de la bonne manière que 150 en faisant du spam. Faut bien écouter ça. Et de toute façon, je pense que n'importe qui va faire de la outreach, si tu veux pas nous écouter ou écouter des gens qui savent et qui ont déjà eu des résultats sur ça, tu vas faire à ta sauce. Tu vas te manger des portes, tu vas recevoir 15 emails où les gens te disent hyper désagréable, tu vas en avoir marre tout de suite et donc soit tu vas abandonner, soit tu vas commencer à écouter les conseils de ce qui fonctionne. Donc ça, malheureusement, on n'a pas de pouvoir dessus. Le seul pouvoir qu'on a, nous, c'est d'éduquer au mieux possible notre marché. Et c'est pour ça,
Enfin, tu vois, il y a tous les jours, j'ai l'impression que sur Product Hunt, etc., il y a des concurrents en ce moment qui arrivent sur du cold email. Et franchement, depuis 18 mois, j'en ai déjà vu, tu vois, je sais pas, 20, 25. Mais tant mieux. Parce que je pense que tous ceux qui arrivent sur le marché comprennent ça au fur et à mesure, éduquent le marché au fur et à mesure, et que plus le temps passe, plus les seuls qui auront des résultats, c'est ceux qui feront les choses correctement. Donc je pense qu'on va dans la bonne direction sur ça. Mais ouais, effectivement, aujourd'hui, c'est pas forcément facile d'avoir cet alignement avec tous les clients. Et pour répondre à ta question, sur nous, très particulièrement, oui, on refuse beaucoup de clients. Ah oui ? Ouais. On refuse, pas forcément sur le côté pratique, hein, ça on peut pas contrôler, on peut pas savoir en amont. Par contre, on refuse le côté enterprise. Ok. On a notre cible et qu'on va continuer à toucher pendant les années qui vont arriver avec nos différents produits services. C'est les startups, les scale-up et les SMBs, donc les PME, on va dire. C'est des gens qui s'identifient bien à nous, c'est des gens à qui on sait parler, c'est des gens avec qui nos services sont très bien alignés. On veut pas avoir un département légal avec 30 personnes. On veut pas avoir toutes ces galères-là. On a déjà fait l'expérience. On s'est déjà pris des portes. On a déjà eu des galères. Donc, aujourd'hui, quand tu as des entreprises, je veux dire, quand Guillaume quand il y a eu la grosse visibilité suite au refus de la levée de fonds il y a un peu plus d'un an, vraiment, je pense qu'il y a un quart des boîtes du CAC 40 qui sont venues discuter avec nous d'une manière ou d'une autre. Le fait est qu'il y en a une avec lesquelles ça s'est passé, mais les autres, c'est pas possible. Parce que c'est 6 mois de négociation pour faire un test où ils vont prendre une licence pendant 1 mois, tu vois, juste pour pouvoir remplir tous les papiers, etc. Et nous, on veut pas rentrer dans ça. D'accord. Donc, même s'il faut jamais dire jamais, on n'a pas prévu d'aller upmarket pour le moment. Et t'en as pas besoin. Et on n'en a pas besoin. Parce que le vivier faut garder à l'esprit que 99,9% des boîtes dans le monde, c'est des boîtes entre 1 et 5 personnes, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, si déjà on est capable d'aller aider ces gens-là, on aura gagné. Et derrière, effectivement, ça impacte toute ton organisation de boîte, comment tu structures. Exactement. Parce que tu te structures pas pareil, pour servir, j'en sais rien, un Total Energy ou un truc comme ça, que tu vas le faire pour servir le gars qui monte sa startup et qui est peut-être même le seul sales de sa boîte encore, et c'est le CEO, tu vois. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je crois que c'est Vianney la première fois qui m'en avait parlé, de se dire de la manière dont, ton type de client va découler sur la manière dont tu structures ta boîte. Et donc, c'est des vrais choix stratégiques que les fondateurs ont fait au début et sur lesquels on est maintenant 100% aligné et on se pose même plus la question. Et pourtant, je peux te promettre que... C'est super fort en vrai, ça. Hein. Quand j'étais sales, c'était dur, hein, parce que quand tu discutes avec X, Y, Z, c'est dur, hein, ça, quand même. Qui disent, nous, on a 2500 commerciaux partout en France. Et t'es sur le point de lancer des tests et tout, et en fait, ça ne fait pas, quoi. On est deux, ouais. Mais non, du coup, tu vois, c'est juste, c'est mort et c'est pas grave. Il y a plein de solutions sur le marché qui permettent d'aller faire de l'enterprise, quoi, mais c'est pas nous. Mais en fait, là, t'en parles comme si c'était un truc qui était facile et évident, mais c'est des vrais choix. Ouais. Et combien de fois je vois des boîtes qui en fait, t'as un côté qui est assez humain quand tu veux développer un business. Le gars, il veut te donner de l'argent. Tu as envie de le prendre, quoi. Ouais. Enfin, du coup, le problème, c'est que tu te trouves à bouffer à tous les râteliers, à faire du custom quasiment pour chacun de tes clients. Typiquement, un gars qui a besoin de 2500 licences en termes de support, ça va pas être le même merdier, tu vois. Comme tu dis, il faut du développement spécifique, etc., etc. Je pense que ça a été des gros sujets de débat entre Vianney, François et Guillaume, même avant même que j'arrive, mais sur lesquels, on s'est mis d'accord. Et Guillaume en parlait récemment, je crois. Il disait, au début, il allait chercher, il discutait avec Uber, il faisait 8 rendez-vous pour arriver au moment décisionnaire, et puis au moment pour un rendez-vous avec les décisionnaires, et puis à ce moment-là, il se rendait compte que sur la partie légale, il fallait encore faire 6 mois de démarche, etc. Et des cycles de vente infernaux. Ouais, des cycles de vente infernaux pour la même chose où nous, on a des startups, ils prennent 3 licences, ils veulent tester pendant 3 mois avant de passer à leurs 50 ou 70 commerciaux. Mais ça va vite, quoi. Et c'est plus facile pour tout le monde, et c'est ces gens-là avec qui on a envie d'aider, quoi. Et justement, derrière ce côté, tes clients, c'est ça, la manière dont je les sers, c'est ça, etc. Il y a ton orga, mais il y a aussi ton business model qui se structure. Et du coup, tu as ton modèle de développement du type, est-ce qu'on bootstrap ou est-ce qu'on lève? Tu vois, typiquement, si tu fais des cycles de vente de 2 ans, tu as peut-être envie de lever parce que tu as besoin de faire manger tes gars pendant ce temps, concrètement. Et justement, l'Empire se pose vraiment sur un créneau, le créneau du bootstrap. Le flagship de ça en France, je pense. Et alors, du coup, il y avait ce côté-là, vous êtes monté à 25 personnes, truc très, très leveragé, entre ton MRR, donc le Monthly Recurring Revenue, le chiffre d'affaires que tu ramènes tous les mois, et la taille de l'équipe, tu as des ratios qui sont excellents. Et ce que tu me disais, c'est que là, vous allez passer de 25 à 100 personnes. Et donc, c'est pareil, on comprend qu'il y a 4 produits, etc. Mais tu as un shift où tu passes d'une croissance organique, rentable, qui suit son rythme, à une hyper croissance d'un coup, quoi. Faire x4 sur une boîte, c'est pas évident. Donc,
pourquoi ce choix-là et comment tu l'anticipes toi typiquement qui est là aussi pour scaler cette boîte-là dans ton nouveau rôle? Alors, t'as raison. Les deux gros objectifs pour 2022, c'est donc le lancement de 3 nouveaux SaaS et de passer de 25-30 employés en novembre à 90-100 à la fin de l'année 2022. Par contre, une des croyances, on va dire, contre lesquelles on se bat en permanence, c'est que bootstrap n'égale pas ambition basse. Bien sûr. Et non, mais en plus c'est même pas que tu l'aies présenté comme ça, mais vraiment c'est je vais pas taper dessus. Non, trop pas. Mais c'est souvent malheureusement, tu vois. Et encore une fois, je me suis battu entre guillemets sur Twitter avec je sais plus quel est le fondateur et je vais pas citer de nom et tout, mais il y a 2 semaines. Okay. Parce que lui, c'est dans les boîtes VC qu'on trouve les gens les plus intelligents, les gens les plus ambitieux, etc. Tu vois. Un fondateur connu en plus. Hein. Ok. Mais j'avais tes tweets, du coup. tu pourras remonter mes tweets, tu vois. Et c'est récent en plus. Et juste, nous, le passage à l'échelle, oui, bien sûr, on va passer de 25 à 100, mais on le fait parce que maintenant, on a les moyens. Et on a les moyens aujourd'hui, demain, si la boîte s'arrête de grandir, de passer de 25 à 200. Donc, la rentabilité, c'est pas du tout un problème. Et donc, ça amène beaucoup de changements. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles, donc, tu vois, Guillaume m'a proposé en novembre de monter ce département, c'était aussi de se dire, on a fait pas mal d'erreurs de recrutement quand même dans les 2 dernières années, notamment une période assez difficile pour tout le monde dans la boîte en septembre 2021, où il y a 5 personnes qui ont été virées, tu vois, pour dire les termes, des gens qui étaient là depuis longtemps, mais où on se rendait compte aussi que ceux qui t'amènent de 0 à 10 ne sont pas les mêmes qui vont t'amener de 10 à 100. Donc ça a été une période difficile. Il y en avait certains qui étaient là depuis très longtemps, mais la majorité de ceux qui sont partis, c'est des gens qui étaient arrivés relativement récemment, donc entre 6 mois et 1 an, on va dire, et ça a été des erreurs de notre part dans le recrutement, tout simplement. Et on veut pas reproduire ces mêmes erreurs-là, tu vois. Donc là, on vient refaire quasiment plus 20 personnes là dans les 3 derniers mois. Okay. Je pense que bien sûr, c'est compliqué de faire du 100% et j'espère vraiment que tous ceux qui sont là vont pouvoir rester. Je sais que dans les faits, c'est peu probable, qu'il y a toujours des périodes d'essai qui sont pas forcément toujours validées, mais le fait est que la manière dont on recrute aujourd'hui, avec le process qu'on a mis en place et les choses qu'on est en train d'améliorer sur l'onboarding, la formation, etc., font qu'on devrait éviter de reproduire les erreurs qu'on a fait avant. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles Guillaume m'a demandé de monter ce département et le défi, enfin non, la chose qu'on met en place numéro 1 pour faire face à la croissance, tu vois, qui nous attend, enfin qui est déjà là, mais qu'on doit maintenant encaisser, quoi. Ouais, complètement. Et justement pour revenir sur ce côté, on a fait des erreurs de recrutement. Ouais. Je pense pas que ça existe une boîte qui fasse pas d'erreurs de recrutement. Non, c'est sûr. Ouais. Tu peux pas. Enfin, le principe de l'entretien est le pire système à l'exception des autres, on va dire, tu vois. Enfin, t'as une demi-heure, 1 heure pour juger quelqu'un et voir si tu veux passer les 2 prochaines années de ta vie avec. Si on faisait pareil pour les relations, ce serait compliqué. C'est pour ça qu'on dit aux gens de créer du contenu aussi, ça permet de te découvrir un peu autrement. Mais justement, le fait de recruter en essayant de vérifier ce culture fit, c'est un peu une des meilleures manières de te dérisquer, et tu peux que essayer de réduire ce risque-là. C'est ça. J'irai jamais le risque 0, c'est sûr, mais c'est ce qu'on essaye de faire, tu vois. Par exemple, comment tu fais justement? Ok, c'est intéressant. Nous, quoi qu'il arrive, tous les postes passent. En général, c'est le premier entretien, sauf pour les devs, je pense, où j'interviens en deuxième. Lucille ou moi de ma team intervenons en deuxième. Le premier entretien, c'est cultural fit. Donc on va passer entre 15 et 30 minutes où tu vas me parler un peu de toi, mais tu vas aussi me poser toutes les questions que tu veux pour être sûr que, tu vois, c'est un entretien dans les 2 sens, quoi. Ouais, bien sûr. Et même sur des candidats entrants qui, eux, ont postulé, en général, ils vont passer... D'ailleurs, ceux qui posent aucune question, en général, c'est très mauvais signe. Oui, préparer des questions pour l'entretien. Hein, ouais, c'est ça. Voilà, j'avoue, préparer des questions parce que ça montre un intérêt, ça montre de la curiosité, etc. Et surtout, ça permet au candidat de savoir est-ce que moi je suis un bon fit avec la boîte et pas simplement nous de juger est-ce que c'est un bon fit ou pas, quoi. Donc c'est la première étape que maintenant on met en place pour tout le monde dans la boîte. Et puis ensuite il y a 3 étapes qui sont peut-être un peu plus classiques, mais en général tu as un deuxième entretien avec le head of du département que tu veux rejoindre, un test et un dernier entretien avec un des fondateurs. Classique, ouais. Tu vois, un peu plus classique, mais rien que le fait d'avoir ça, on arrête de faire des recrutements en 24 heures. Oui. Comme on a pu faire par le passé, et des recrutements qui du coup sur le long terme n'ont pas fonctionné. Donc tu vois, où on veut aller très vite et tout, enfin tu vois, c'est lié le côté hyper à ton rythme de croissance, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est une très mauvaise idée. On a dû faire l'erreur 2-3 fois avant de s'en rendre compte, donc ça on le fera plus. Et voilà, c'est ce type de choses là qu'on met en place aujourd'hui pour éviter les recrutements qui fonctionnent pas.
Et du coup, qu'est-ce que tu vérifies comme critère important dans ce monde cultural fit? T'en parles si t'es à l'aise. Hein, Non, bien sûr, je peux en parler. Ça dépend beaucoup de la discussion que je vais avoir avec la personne. Ouais. Les points que je vais vérifier, celui que j'aime bien challenger en premier, c'est est-ce que t'es débrouillard, et je dirais même est-ce que t'es self-learner. Ok. Donc des questions très simples, hein, tu vois. Est-ce que tu peux me dire la dernière chose que t'as appris dans les 6 derniers mois qui n'est pas liée à ton boulot? Déjà, je vais voir si c'est quelqu'un de curieux. Ouais, complètement. Je vais voir comment est-ce qu'il se documente, comment est-ce qu'il fait pour apprendre des choses. C'est des questions générales qui sont assez... même si, comme tu dis, hein, c'est un entretien, il me raconte ce qu'il veut, je peux pas vérifier forcément. Oui, mais bon, tu dois avoir un petit détecteur à bullshit aussi. Ouais, et puis, et ça, c'est un truc... je suis en train de travailler sur les ateliers aujourd'hui que je veux faire avec le reste de la team Head-Off, de comment est-ce qu'on fait pour challenger un entretien. Je pense qu'on le fait pas, on est bien mieux qu'il y a 6 mois, mais j'espère que dans 6 mois, vraiment, comme tu dis, notre détecteur à bullshit, il sera encore plus aiguisé et qu'on soit vraiment capable d'aller challenger les gens. Mais tu vois, de manière positive, pour moi, c'est positif de challenger. Bien sûr. Ouais. Mais juste pour voir derrière quel est le répondant et quand on va gratter, quand tu vas diguer un peu plus profondément dans ce que les gens te disent, tu es capable assez facilement, en général, de voir est-ce que c'est authentique ou alors est-ce que tu es en train de vouloir me faire plaisir en entretien, quoi. Et tu rends service à l'autre, en fait. Hein. Ah ouais, non, mais bien Parce sûr. que venir en entretien pour faire plaisir à la boîte, pour être recruté, tu vas rentrer en disant je me suis pas fait recruter en étant moi-même et du coup je vais jouer un personnage pendant encore 2 ans, quoi. Et c'est exactement ça. Et un autre point sur lequel je pense qu'on a fait des gros efforts, c'est la transparence sur le niveau d'exigence qu'on a. Ok. Tu vois, un des gros points, un des arguments numéro 1, je pense, pas le numéro 1, mais je pense le numéro 2, qui me permet aujourd'hui de convaincre des gens, c'est de leur dire, si tu nous rejoins, on va tout faire, on va te donner toutes les clés pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. À beaucoup de niveaux, tu vois, pas que au niveau pro d'ailleurs, on en parlera après, mais même sur des choses qui sont plus liées au perso. Du coup, chez nous, la période d'essai, elle est compliquée pour tout le monde. Okay. Donc, tu vas être beaucoup challengé au début. Tant que tu es capable de nous montrer que tu prends pas les remarques personnellement, tu vois, que tu comprends que c'est pour te faire progresser, etc., ça va bien se passer. On va pas te demander d'être parfait au bout de 3 mois, mais par contre, on va te demander de nous montrer que tu as ce drive long terme. Et pareil, une des questions que moi je me pose en général en entretien, c'est, tu disais, est-ce que je vais pouvoir bosser avec cette personne pendant 2 ans? Je me dis 10 ans, moi, tu vois. Ok. Tu vois, je me dis, parce que on veut avoir des gens qui restent sur le très long terme. Une des valeurs de la boîte, il y en a qui sont un peu plus connues, tu vois, get shit done, continuous improvement, c'est des choses qui peuvent être trouvées, formulées de manière différente dans d'autres boîtes, mais il y en a une aujourd'hui qui est forte chez nous, c'est la loyauté. Ok. Qui est dans nos valeurs de boîte, qui est dans nos 3 ou 4 valeurs de boîte. Il y en a une nouvelle là qu'on est en train de travailler, mais on n'en veut pas trop non plus, tu vois, mais c'est important de pouvoir mettre des mots sur tous. Et la loyauté, c'est important pour nous. Donc aujourd'hui, le projet L'Empire, c'est un projet à je veux dire, 4-8 ans au moins. Et on veut des gens qui nous rejoignent maintenant et qui deviennent les piliers de cette boîte pour les 8 prochaines années. Une itération, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, je vois. Et alors, je vais revenir sur ça, parce qu'il y a ce côté aussi... on te challenge beaucoup dans ta période d'essai, on te fait des remarques, il ne faut pas les prendre personnellement, etc. Dans ce mouvement de scale, hein, que vous êtes en train d'amorcer et qui va se poursuivre toute l'année, tu risques d'avoir aussi des gens qui vont devenir des nouveaux managers, qui c'était pas le cas, etc. Et pour pas prendre une remarque personnellement, il faut aussi qu'elle soit formulée par quelqu'un qui sait comment manager quelqu'un, formuler la bonne remarque, etc. Est-ce que, justement, tu vois, typiquement en lien avec vos valeurs ou pas, hein, mais est-ce qu'il y a une manière de manager, un style de management qui est propre à l'Emlist? Et si c'est le cas, comment vous avez réfléchi là-dessus et comment tu prépares cette montée en puissance de toute une nouvelle génération, en fait, dans ta boîte? C'est intéressant que tu poses cette question parce que c'est le deuxième argument qui me sert à convaincre les gens. Au-delà du côté, on veut te faire de toi la meilleure version de toi-même, c'est le côté liberté. Qui est vrai pour les fondateurs par notre côté bootstrap, mais qui est vrai aussi pour tous les employés. Et on a un mantra aussi qui est do what you shouldn't. Ce qui est important dans ce mantra, c'est aussi le do. Donc, de faire des choses. Personne va t'empêcher de prendre des initiatives chez nous. Plante-toi, mais fais des choses. Et du coup, la manière de manager aujourd'hui, c'est on définit. Maintenant, voilà, on se structure au fur et à mesure. On définit vraiment des OKR par département pour chaque trimestre. Les OKR sont redéfinis par le head-off en mission pour chacun des membres de la team, donc une fois par trimestre. Et ensuite, moi je laisse, en tout cas, et je pense que c'est le cas de toute la team head-off, on laisse beaucoup de liberté dans l'action, tu vois. Il n'y a pas de micromanagement chez nous. Il y a évidemment, tu vois, je sais plus qui dit... Je crois que c'est un homme politique qui disait la confiance n'exclut pas le contrôle. Ah mon Dieu, cette phrase. Non mais cette phrase qui sort très 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 souvent, effectivement, dans des endroits où il y a
pas tellement de confiance en fait. Non, mais ouais, je pense que c'est vrai, tu vois, et j'étais le premier quand j'étais manager avec Nadia. Il y a ce que t'en fais. Ouais, il y a ce que t'en fais, tu vois, et ça veut pas dire que je vais être sur ton dos toutes les semaines à vérifier ce que t'as fait. Et je me demande si c'est pas Lénine qui sort cette phrase. Bon, tu couperas. Ouais, ça marche. Non, mais je trouve qu'il y a un truc vrai dans cette phrase-là, c'est que on est obligé, tu vois, et je l'ai vécu en tant qu'employé qui était manager, que je peux te dire toutes les choses que je veux faire pendant ce mois-ci. Si à la fin du mois, t'es pas capable de venir en tant que manager, jeter un œil, me challenger sur ce que j'ai fait, etc., bah ça a pas beaucoup de sens. Et donc c'est pour ça que, évidemment, moi dans mon équipe, enfin des fois on va parler, ça dépend parce qu'il y en a certains avec qui je suis amené à parler beaucoup plus régulièrement, mais d'autres beaucoup moins. On va se parler, tu vois, une fois tous les 10 jours. On va passer 1 heure ensemble ou 1 heure et demie ensemble. Alors, on a un point hebdomadaire d'1 demi-heure, mais c'est plus les sujets opérationnels. Mais les gros sujets, la manière de travailler, etc., je vais pas venir te challenger tous les jours. On va en reparler ensemble de manière un peu moins régulière. Et je vais essayer, si je me rends compte qu'il y a des choses qui peuvent être faites différemment, de réorienter un petit peu pour que ça corresponde bien à nos objectifs qu'on veut atteindre. Mais il n'y a pas de micromanagement, il n'y a pas de choses où on va se vérifier au jour le jour. On fait confiance à tout le monde dans la boîte. Mais encore une fois, get shit done. Ouais, c'est ça, get shit done. Le niveau d'ambition global et le fait qu'on veut aller chercher la valo à plusieurs milliards dans les années qui vont arriver, sans avoir une équipe avec 3000 personnes. Et sans avoir levé de fonds. Et sans avoir levé de fonds, évidemment. Ça veut forcément dire qu'il faut qu'on ait des gens qui soient hyper exigeants avec eux-mêmes dans leur taf, quoi. Et dans la mesure où c'est clair, c'est pas un ouais, sujet, c'est ça. Et puis, c'est de tirer vers le haut, tu vois. Je pense que c'est une chance aussi quand tu nous rejoins d'être que entouré de bon là je sais c'est pas Lénine qui disait ça, mais tu sais c'est que t'es la somme des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, et ça c'est un vrai truc. Enfin, et moi mon expérience personnelle, tu vois, en 2 ans où les gens avec qui j'échange, les gens avec qui j'échange, c'est Guillaume, c'est Vianney, c'est Nadia, c'est Vouk, etc. C'est Lucille, bah bien sûr, je progresse beaucoup. Même au sein de mon équipe, tu vois, je pense à Lucille dans mon équipe, avec qui on a une complémentarité qui est incroyable parce que c'est quelqu'un de extrêmement carré qui gère toute la partie automatisation, process, etc. Là où moi c'est un peu plus mon défaut d'avoir oui une bonne vision, etc. mais d'être un peu moins carré qu'elle. On est extrêmement carré, et Lucille, je pense qu'elle m'apprend autant de choses que moi j'essaie de lui apprendre, tu vois. Et bah écoute, c'est pour la postérité, hein. Elle va être contente. Et bah, c'est ça. Non mais je pense que faut le dire. J'ai la chance d'avoir une équipe très complémentaire avec Elodie et Laura aussi dans ma team. Sans elle, j'aurais accompli 1/5 de ce que j'ai accompli en 5 mois, de ce que le département a accompli en 5 mois. Donc cette complémentarité est hyper importante. Ouais, c'est génial. Et alors, toi, justement, on parlait de recruter des gens. Alors, effectivement, il faut savoir recruter les bonnes personnes. Ouais. Mais il faut aussi closer les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient envie de venir chez toi. Et traditionnellement, tu vas me dire si c'est le cas chez vous ou pas, mais quand tu es sur une boîte bootstrap, même en termes de marché, c'est plutôt même l'inverse, il faut même le présenter de la manière inverse. En fait, des boîtes qui ont levé des centaines de millions vont payer beaucoup plus, par exemple. Enfin, t'es sûr. C'est vrai. Hein. Voilà, ouais, ça, et on est en concurrence sur la plupart des candidats. Et donc, du coup, t'es forcément en concurrence. Donc, vous avez une machine à contenu, à notoriété, votre culture est hyper diffusée, etc., ce qui doit aider. Mais voilà, justement, comment t'arrives à faire cette différence-là et à convaincre quelqu'un de venir signer chez toi plutôt que chez n'importe quelle énorme boîte du Next 40 qui a levé 500 millions? C'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. La vérité, c'est que, tu vois, pour pas te raconter l'histoire, on n'a pas eu d'énormes cas aujourd'hui où j'étais en concurrence directe avec un content marketer qui voulait aller bosser chez des amis qui ont levé 300 millions, tu vois. Parce qu'ils font pas beaucoup de content marketing, peut-être. Ben ouais, peut-être déjà, mais bon, c'est pas encore arrivé en confrontation directe. Par contre, dans notre manière et là je pense que c'est un vrai process qu'on a mis en place, sur notre manière de recruter, on élimine les profils qui viennent uniquement pour l'argent. Déjà, on paye très bien. Je pense par rapport au marché classique, on est loin d'être les pires, tu vois. Je pense qu'on est même très bien positionné dans tous les départements. On a mis en place très récemment la Country Equity, qui est quelque chose d'hyper rare. C'est-à-dire que peu importe que tu vives à Belgrade en Serbie, à Phuket en Asie ou à Paris, tu seras à rôle égal, tu seras payé de la même manière. C'est quelque chose qui est encore hyper rare aujourd'hui. Il y a toujours maintenant, on voit des coefficients selon le pouvoir d'achat de tel pays, etc. Ça, c'est mort. Donc, ça nous permet d'attirer beaucoup de talents étrangers aussi. Et tu vis avec un salaire parisien à Phuket, quoi. Exactement. T'es un prince. Exactement. Et non, mais ça veut dire que, tu vois, moi aussi, si moi demain je veux passer 6 mois au Portugal, je vais garder mon salaire, tu vois. Je vais garder mon rôle, mais je vais aussi garder mon salaire. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, c'est ça. Mais malheureusement, tu vois, dans l'écosystème aujourd'hui, il y a des quotients. Tu sais, oui, t'habites ici, c'est x 0,8. C'est à cause des gros problèmes aux US notamment. Parce que même
même dans le même pays, ils voulaient adapter les salaires selon l'endroit où tu vis et tout, ce qui pour nous fait pas de sens, tu vois. Enfin, et c'est aussi un signal qu'on veut envoyer. C'est en place depuis récemment, mais c'est un signal qu'on veut envoyer vers l'extérieur en disant, bah voilà, peu importe où tu es, si tu bosses avec nous, tu seras considéré de la même manière à tous les niveaux. Et pour revenir à ce que tu disais. Alors attends, du coup je me suis perdu parce qu'on s'est un peu écarté. T'en fais pas, non mais c'est en gros qu'est-ce que tu offres à tes employés ou tes futurs employés qui va les convaincre de signer chez toi pour autre chose que l'argent et ah oui, voilà, ça y est, je me rappelle où je voulais en venir. Donc dans notre process de recrutement, on ne négocie pas. Okay. C'est-à-dire que tu as un process chez nous, tu vas à la fin du process, chacun des départements, chez nous, il y a 5 niveaux, donc de salaire et de responsabilité. Tous les gens qui ont été impliqués dans ton process vont discuter à la fin du process si on veut te faire une offre en disant, OK, bah, ce qui nous semble faire, c'est que ça soit un niveau 1, 2, 3, 4 ou 5. Ouais. On va te faire la proposition et la manière dont, en général, c'est moi qui vais m'occuper de cette partie salaire, la manière dont je l'explique, c'est OK, nous, ce qui nous semble faire aujourd'hui, c'est te proposer ça, en étant basé sur le marché, parce que notre grille de salaire, elle a été créée par rapport au marché aussi, en étant basé sur ton entretien, les tests que tu as fait, etc. On te propose ça, et on négocie pas. C'est à prendre ou à laisser. Par contre, en 2021, 50% de la boîte chez nous a été promue et augmentée. On sera les premiers à venir te voir de manière proactive pour te proposer un meilleur salaire et plus de responsabilités si tu dépasses les attentes qu'on a mis sur toi. Donc, ça filtre en fait. Complètement, ouais. Et franchement, de manière générale, dans 99% des gens avec qui j'ai pu discuter, tu vois, dans les 6 derniers mois, c'est très bien compris, c'est très bien accepté, et ça, les gens ils kiffent. Mais et au pire, si c'est pas accepté, c'est pas les gens avec qui tu vas travailler. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, il y a aucun sujet. C'est ça. Et j'ai fait un peu l'erreur au début, tu vois, c'est aussi grâce à mes discussions avec Guillaume, avec les head-off et tout. J'ai fait cette erreur au début de se dire, ah, putain, lui, il est vraiment bien, il faut négocier et tout. En fait, non. Et on l'a fait une fois, et après, on s'est mis au carré sur tout ça, et maintenant, on ne négocie pas. Il y a une grille de salaire. Alors, on s'empêchera pas, tu vois, de sortir de la grille sur des profils vraiment très, très rares, mais c'est 1% des cas. Ouais, dans le reste des cas, tout le monde rentre dans la grille de salaire. Et si tu arrives chez nous et que tu dépasses tes attentes, non seulement tu vas augmenter de salaire, de statut très rapidement, tu vas aussi avoir la possibilité d'avoir accès à de l'equity. Ça, c'est des choses qui sont toutes nouvelles, tu vois. L'equity chez l'Empire, c'est life-changing. Donc, oui, je m'étonne, ouais. Tu vois, on remet ça en perspective. Est-ce que tu as dit juste avant, on vise la valo à plusieurs dizaines de milliards? Ouais, c'est ça. Tu vois, dizaines, je sais pas, mais tu vois, la valo entre 1 et 5 milliards dans moins de 8 ans. Enfin, moi, j'y crois dur comme fer. Et on va tout faire pour que ça arrive. Et on est nombreux dans la boîte et la croissance actuelle nous montre qu'il y a toutes les raisons que ça arrive. Donc, tu vois, même 0,1% d'une boîte qui vaut 1 milliard, bah, tout le monde peut faire le calcul. Ça fait beaucoup d'argent. Ouais, c'est clair. Ça change ta vie. Donc, voilà. Rejoins-nous. Et de l'impact, augmente ton salaire, chope de l'equity, change ta vie. Ouais, et justement, vous avez un rapport à l'argent qui est pour le coup très cool, très sain, je trouve. Enfin, c'est ça que vous en parlez. J'ai vu la vidéo YouTube de Guillaume qui annonce qu'il file un million de dollars en bonus équivalent à tout le monde. Enfin, c'est 1% d'EBITDA. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu vois, enfin, c'est pas un truc qui est facile à faire en France, je trouve. Et alors, du coup, il y a ce côté aussi, peut-être une boîte qui a 75% de ses clients aux US, boîte très internationale de base, quasiment complètement en remote, on l'a dit tout à l'heure, 80% en remote. Comment ça se gère justement toute cette diversité? Vous avez une culture que vous ramenez pas mal de choses qui se font des US, etc. Bossez énormément en anglais, mais en même temps vous êtes une boîte française. Voilà. Comment ça se gère au quotidien? Il y a plusieurs points dans ce que tu as dit déjà, mais peut-être qu'on pourra développer un peu après. Ça, c'est dans mes ambitions personnelles pour la team, c'est le rapport à l'argent. Okay. Mais j'en parlerai un petit peu après. D'abord, je vais parler du côté international. Effectivement, alors la chance qu'on a eue, c'est que dès le début, quand il y avait Vianney, François et Guillaume, le premier employé, c'était Vuk Yasin, qui est notre head of growth et qui est en Serbie, donc très rapidement, l'ADN international, il s'est fait automatiquement. Ensuite, comment on le gère dans les faits, vu que quand on recrute, quand on communique à tous les niveaux, on le fait comme si on était une boîte internationale. Les gens qu'on attire le comprennent très rapidement, ont cette facilité à s'intégrer dans un environnement international. Donc, en général, c'est facile, tu vois, pour un employé international d'arriver. Par contre, on fait, nous, tout ce qu'on peut. Et là, pour recentrer rapidement sur la partie recrutement, pour les attirer, ces talents. Donc, on s'occupe de ton visa. Si tu veux venir nous rejoindre et en plus venir vivre à Paris, on s'occupe de ton visa de A à Z. On travaille avec, alors je parlais avec le fondateur hier, mais on travaille avec Settle Suite, qui est un service aujourd'hui qui nous permet pour tous nos employés qui veulent venir vivre à Paris de trouver un appartement. Donc on fait toute leur recherche d'appartement jusqu'à la signature du bail. Et la dernière initiative
mais là je pense que pour le coup est totalement unique, qui était à l'initiative des fondateurs, c'est ils viennent d'acheter, pardon, je dis on comme si j'avais investi, mais c'est pas moi. Ils viennent d'acheter. Tu fais partie de la boîte. Ouais, enfin voilà, l'Empire vient d'investir pour acheter un appartement de quasiment 220 mètres carrés en plein cœur de Paris, qui va s'appeler évidemment le Lem Flat, Bien évidemment. qui sera non pas un bureau mais un lieu de vie, avec comme idée de se dire tous nos employés qui sont soit en France en remote, soit à l'étranger, peuvent venir maintenant passer du temps avec l'équipe, améliorer la cohésion d'équipe à Paris, sans avoir à se soucier de prendre des Airbnb qui valent des fortunes, etc. Pour pouvoir, du coup, voilà, tu vois, rencontrer l'équipe, resserrer les liens, comme on le fait en général 1 ou 2 fois dans l'année, on part tous à l'étranger en team building pendant 10 jours. Là, maintenant, c'est de se dire, OK, on veut créer un peu un campus l'Empire à Paris quand même, parce qu'on est attaché à la ville, parce que on veut avoir un lieu physique malgré tout. C'est pour ça qu'il y a aussi des bureaux qui vont arriver en fin d'année, nos propres bureaux. Donc, on veut construire ce campus l'Empire, d'ailleurs dans le 10e arrondissement. A priori, c'est en train de se mettre en place pour pouvoir dire, OK, oui, tu vis aux États-Unis, à Phuket, ou en Angleterre, ou en Serbie, mais quand tu veux, tu viens passer 3 semaines à Paris, tu vas passer du temps avec l'équipe, tu vas apprendre à connaître tout le monde, tu peux venir 3 fois dans l'année, tu seras logé, etc. quoi. Ouais, super cool. Et la question que ça me pose aussi, c'est comment tu gères tout l'aspect interculturel. Alors, c'est pas une question qui est évidente parce que c'est très intangible, mais j'ai pas eu cette discussion. Alors ça va sur d'aspects. Enfin, je parlais hier avec un fondateur de boîte qui, enfin, tu vois, lui, il est à Los Angeles et ils ont des boîtes en Espagne. Ils ont des channels Slack. Il me dit, si tu vas sur le channel espagnol, si tu mets ça sur le channel américain, tu prends un procès, quoi. Parce que je sais pas, ils font des blagues, tu vois, et que c'est pas le même rapport au travail, la même culture de travail. Est-ce que ça, c'est un truc que tu gères de manière proactive ou est-ce que ça se passe juste bien? Pour la vérité, c'est que pour le moment, il n'y a pas de choses proactives qui sont mises en place pour gérer ça, parce que ça n'a jamais posé de problème. Ok. Ouais. Alors, on a beaucoup de membres de l'équipe qui sont d'Europe de l'Est, donc Serbie, Ukraine, Bosnie. On a pas mal d'Américains maintenant, là, on va en avoir 3 ou 4 différents. Mais tu vois, ça, dans la culture de boîte, il n'y a jamais eu de conflit interculturel. Pour le moment, il y a eu des conflits sur d'autres choses, hein, mais pas de conflit interculturel. Du conflit, ça peut être juste de la mauvaise compréhension, tu vois. Le misunderstanding entre le gars qui te dit un truc, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu entends, ce que tu comprends. Quand en plus tu rajoutes des filtres culturels là-dessus, des fois, tu peux juste un truc qui peut être anodin pour toi peut être très important pour l'autre. Non, c'est vrai. Évident, quoi. T'as raison. Je pense que, alors moi, j'ai pas eu à les vivre ou à les gérer pour le moment. Je sais que Guillaume a déjà eu. On en a déjà discuté sur le fait que la manière dont tu communiques avec un Serbe ou avec un Français est différente. J'imagine. Je connais peu de Serbes à mon grand désarroi. Non, c'est ça. Ils ont beaucoup de caractère, tu vois, en Serbie. Donc, j'imagine que lui, moi, j'ai jamais eu ce souci-là. Donc, ce serait, tu vas déplacer pour moi d'en parler. Mais je sais que ça a déjà posé des questions d'adaptation de chacun. Mais franchement, mon ressenti un peu extérieur sur cette gestion-là, c'est que ça se fait quand même assez naturellement. Il n'y a pas eu de choses en particulier, tu vois, qui me viennent à l'esprit sur ça. Oui, et il y a aussi ce côté, tu as une culture de boîte qui est forte, tu recrutes en fonction, donc tu recrutes des gens qui partagent des valeurs similaires. C'est ça, tu vois, tout le monde est parfaitement bilingue, donc au moins sur ce côté basique de la communication, c'est facile. Et après, effectivement, le fil culturel qu'on met à tous les niveaux fait qu'en général, les gens sont assez alignés. On commence à arriver vers les questions de fin. Effectivement, tu as parlé de ce magnifique mantra Do what you shouldn't, qui je trouve incarne très bien tout ce qu'on vient de se dire et tout ce qu'on peut voir de l'Emlist, etc. Est-ce que tu peux juste m'expliquer, ça vient d'où, parce qu'il y a un truc un peu légende derrière ça, et comment ça se vit. Tu as donné pas mal d'exemples déjà. Mais je pense que ça vient, il n'y a pas de point de départ exact pour personne. Ça s'est venu naturellement, à force de discuter et de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait qui étaient des choses qui avaient été déconseillées à Guillaume, Vianney et François à un moment donné. D'accord. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des boîtes. Pas une boîte SaaS. Ouais, c'est ça. Ou alors, rentre pas sur un marché. Ça, j'ai d'autres anecdotes, mais sur celle que Guillaume a pu entendre et a déjà raconté, c'est ne te lance pas sur un marché totalement rouge où il y a, comme je te disais, 3 nouveaux concurrents toutes les semaines et où t'as aucune chance de faire 1 million d'ARR, tu vois. Des choses comme ça qu'il a pu entendre. Après, dans les faits, les choses les anecdotes, on va dire, où on s'est dit, putain, mais ouais, en fait, vraiment, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, tu vois. Et pourtant, ça marche pour nous, quoi.
Je pense que la partie vidéo, chez nous, c'est un truc assez unique. Aujourd'hui, on doit être à peu près 49 dans la boîte. 20% ou 15-20% de la boîte, c'est des gens qui font que de la vidéo chez nous. Dans une boîte SaaS, logiciel, B2B, tu vois. Rien à voir avec la vidéo, par exemple. Qui, de base, tu vois... Tu vois pas de produits vidéo, quoi. Bah non, on voit pas de produits vidéo, tu vois, mais aujourd'hui, on a quelqu'un qui fait des scénarios, on a 2 motion designers, on a une chaîne YouTube qui a pour vocation d'être une chaîne grand public, la chaîne L'Empire, où vraiment ça va être de la parodie, du sketch, etc. Des choses normalement de base, tu vois, qui n'ont aucun sens, tu vois. Et puis attends, une boîte, on est sérieux quand même, ouais, pour faire des sketchs, quoi. Non mais tu vois, comme quoi on peut être... alors on est très très ambitieux, mais on se prend pas trop au sérieux non plus. Je pense que ça se ressent pas mal dans le contenu qu'on pousse. Et ça, encore une fois... Et il faut rendre à César ce qui revient à César, tu vois, c'est Guillaume, le troisième employé, le deuxième employé qui l'embauche, c'est Erwan. Erwan, qui est maintenant notre head of vidéo. Okay, dès le début, quoi. Ouais, dès le début, quoi. Il y a eu vous, et ensuite il y a eu Erwan, quoi. Parce qu'à l'époque, aujourd'hui, on parle énormément de contenu, de créer du contenu, d'acquisition organique. C'était pas si évident que ça à un moment, quoi. Du tout évident, c'était pas si évident. Enfin, découragé, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas sérieux, parce qu'on n'est pas Norman fait des vidéos, tu vois. Enfin, c'est ça pour ce qui était à l'époque, je pense. Mais et encore, tu vois, il y a 2 mois, et j'en ai fait une publication sur LinkedIn, je reçois un mail de prospect qui me dit qu'on n'est pas sérieux parce qu'il a vu une vidéo de Guillaume. Donc tu vois, en fait, c'est next. On passe à autre chose. Fais ta route et on fait un autre. Il y a plein de concurrents qui sont très sérieux, qui ont une communication bien lisse, etc. Ben voilà, il peut aller discuter avec eux, quoi. Oui, exactement. Et tu veux pas forcément chez toi, du coup. Exactement. Et je demande, à toi, à titre personnel, est-ce que tu as une anecdote de trucs que tu n'aurais pas dû faire et que tu as fait? Ouais, j'en ai plusieurs. Je pense déjà que mon histoire de comment je suis arrivé chez l'Empire, c'est quelque chose que j'aurais pas dû faire. C'est-à-dire que j'avais, avec mon cousin et associé, et une autre associée d'ailleurs aussi, on avait une agence d'acquisition. C'est comme ça que j'utilisais l'Amnis au début. Donc, on n'était pas les plus gros du marché français, loin de là. Mais par contre, tu vois, on se payait correctement. Je travaillais 1 jour et demi par semaine, donc c'était bien. Ouais, c'était très tranquille. J'aurais certainement pas dû, tu vois, de base arrêter ça. En plus, ça continuait à grandir, tu vois, donc c'était vraiment très tranquille comme rythme de vie. On se payait bien et tout par rapport au temps qu'on travaillait. Et j'aurais sûrement pas dû, tu vois, laisser tomber ça. Ouais, c'est ça. J'étais tranquille à Clermont-Ferrand, tu vois, avec tous mes potes et tout. C'était cool, hein. J'étais bien. J'aurais sûrement pas dû tout laisser tomber pour aller rejoindre une boîte où je savais que j'allais travailler 70 heures par semaine pour faire mes preuves encore plus au début, etc. Donc, tu vois, rien que mon histoire de base, je pense, de comment j'ai rejoint l'Empire, c'est quelque chose que j'aurais sûrement pas dû faire à la base. Et aujourd'hui, maintenant, et je te parle pas de tout ce que j'aurais pas dû faire quand j'étais dans l'équipe sales, mais plus maintenant dans le département people, il y a pas mal de choses. Déjà, enfin, comme je te disais au tout début quand on discutait, le do what you shouldn't, c'est aussi le premier mot qui est important, c'est de faire des choses et de se dire que c'est pas grave si tu les fails. J'ai eu un gros fail, tu vois, dans mes 3 premiers mois là dans le département people, c'est qu'on a lancé une campagne d'ads de recrutement sur TikTok, avec aucune expérience en ads. Aucune expérience en TikTok non plus. Aucune expérience en TikTok, beaucoup de budget pour un grand total de 0 candidat après tu vois, 2, 3 ou 4 000 euros dépensés. Tu fais un peu du spray and pray aussi, ces trucs-là. Ouais, c'est ça. On voulait tester, tu vois, et on le refera, je pense, mais on le refera de manière différente. Et sinon, dans les autres choses, tu vois, j'ai récemment fait un post qui a, je pense, ramené 12 ou 13 candidats sur Welcome to the Jungle, un post sur LinkedIn où je parle de ma relation avec le cannabis. J'allais pas t'en parler, mais c'est le seul que j'ai lu vraiment de toi, je crois, et que j'ai vu passer, et je me suis dit, ouais, c'est bien. Bah, tu vois, typiquement, en général, tu vas pas parler sur LinkedIn de ton passé. De weed, non, bah non. Ouais, c'est ça, de fumeur de weed et tout. Et le fait est que je pense que la liberté de ton que j'ai eue dans ce post-là, où j'arrive à le storyteller et à finir pour dire qu'on recrute quand même, tu vois. C'était le but de mon post, c'était pas que de parler que de ça. Tu dis, finalement, est-ce que c'est vrai ou pas? Il y a un truc comme ça, non? Non, pour le coup, l'histoire est 100% vraie, tu vois. L'histoire est incroyable, hein, mais elle est 100% vraie. J'invite ceux qui nous écoutent à aller le checker, ce post, mais... Je le mettrai dans le lien de... l'histoire est vraie, voilà, c'était comment j'ai dépensé des bitcoins en 2013 pour acheter de la weed sur le darknet. Je tape bien la tête contre le mur, là. Ouais. Après, ça m'a mis le doigt dans l'écosystème bitcoin, etc. Donc, je regrette pas, tu vois, et ça fait une belle histoire à raconter avec le recul. Mais ce post-là, avec une liberté de ton qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, tu vois, dans le monde pro de manière générale, je crois qu'on a généré 12 ou 13 candidats qui sont venus sur Welcome. On les source tous, donc on sait d'où ils viennent. Donc voilà, ils disaient ils venaient du poste de Simon, etc. Donc, encore une fois, quelque chose qui paraissait un peu à contre-courant nous a généré plein d'opportunités, nous a permis de rencontrer plein de gens intéressants. Mais c'est toujours pareil, parce que voilà, je suis pas là pour encourager la consommation de weed sur un média, hein, mais en gros, derrière cette liberté de ton, ce qui transparaît, c'est encore une fois ta culture de boîte, et c'est le fait de l'incarner dans des prises de parole en public, c'est ça qui va faire venir des gens, en fait. Beaucoup plus que
voici une offre d'emploi, voici les compétences qu'on attend de vous. Exactement, c'est ce qu'on voit sur LinkedIn, 90% des gens, c'est 3 bullet points avec... Et elles se valent toutes, tu sais jamais pourquoi tu y vas. À mon avis, personne candidate à ces offres-là, quoi. Et pourquoi on continue de les faire, alors? Je sais pas, parce que ça a toujours été fait comme ça, tu vois. C'est la pire phrase, mais ça a toujours été fait comme ça, donc les gens font pareil, continuent, et on voit bien les SS2I, là, qui... 3 fois par jour font un post LinkedIn avec la nouvelle offre qu'ils viennent d'avoir. Ah ouais, mon Dieu, ça c'est terrible. Ouais. Ah, c'est terrible, avec tu vois. 63 hashtags en général. Ouais, c'est ça. Parce que les gens utilisent beaucoup les hashtags. Non, mais c'est terrible, tu vois. Mais j'imagine qu'après, si tout le monde le fait, que ça doit marcher de temps en temps, tu vois. Bien une fois sur 1000, quoi. Parce que les candidats eux-mêmes ne sont pas équipés encore. Ils sont encore pas mal formatés sur ça. Parce que formatés exactement. Enfin, moi, je vois tellement de gens qui veulent changer de taf, etc. Et leur réflexe, c'est quoi? Ils vont sur Welcome ou ils vont sur LinkedIn et ils doom scroll des offres d'emploi pendant des heures. C'est toutes les mêmes. Du coup, ils ont envie de se pendre. Du coup, ils changent pas de travail. Du coup, ça avance jamais. Et je dis, mais ne fais pas ça. Ça ne marchera pas. Enfin... Et j'en parlais récemment, mais je peux donner un énorme conseil maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière. 90% des gens qui postulent, on doit avoir entre 40 et 80 personnes toutes les semaines qui postulent en organique. C'est un beau pipe. Hein. C'est cool, c'est cool. Par contre, 80-90% des gens, c'est drag and drop du CV. Ciao. Ah ouais? Ouais, ciao. Bah ouais, mais surtout que c'est trop facile. Mais même chez nous, je pense que on a une marque employeur, j'aime pas trop ce terme-là, mais qui est assez forte. Bah quand même, on propose des ambitions qui sont, t'as une marque qui est assez forte. Ouais, il y a une marque qui est forte, exactement. C'est pour ça que j'aime pas le terme marque employeur. On a une marque qui est forte. On te propose de rejoindre un écosystème où tu vas beaucoup progresser, où tu seras très bien payé, où ça peut même changer ta vie, tu vois, sur 5-10 ans. N'importe qui peut choper un rendez-vous avec nous, mais fais-moi une vidéo sympa. Comme je l'avais fait à l'époque, tu vois, il y a 2 ans, utilise l'Amlist pour candidater. C'est tout con, tu vois, mais on a un outil où en période d'essai, c'est gratuit, tu peux l'utiliser. Si tu sors un tout petit peu du lot, tu vas avoir un entretien avec nous. Et malheureusement, aujourd'hui, comme je dis, 8 candidatures sur 10, c'est drag and drop du CV, rien du tout, pas de personnalisation, rien du tout. Et c'est même pas toujours la mauvaise volonté. Il y en a, tu vois, qui rafalent d'une candidature, même juste pour je pense que les gens savent pas, en fait. Mais exactement. Ouais. T'as peur de te dire, j'ai pas le droit de faire ça. Ouais, c'est ça qui est terrible. Donc nous, maintenant, on a fait un template là de réponse à ces gens-là. Okay. On leur met toutes nos ressources qu'on a, qui montrent comment tu fais pour choper un entretien c'est très cool, ça. Facilement. Parce qu'on se disait, en fait, on réfléchit même avec Lucille, tu vois, en fin d'année, d'aller chercher 10 personnes, tu vois, qui ont candidaté chez nous, qui ont peut-être pas encore trouvé, et de les aider et de créer du contenu encore une fois autour de ça. Tu vois, on fait un workshop avec eux, on se pose 2-3 heures, on leur montre comment utiliser l'Amlist pour faire un email personnalisé, une vidéo avec Loom, un CV sur Notion. Rien que ces 3 choses-là qui sont accessibles à tout le monde. CV Notion, j'aurais pas pensé encore. Ouais, tu vois, il y en a certains qui le font et c'est hyper cool et ça te permet d'avoir un truc interactif et tout. Ça va te prendre une après-midi, franchement, à n'importe qui. Pas besoin d'être tech-savvy de ouf. N'importe qui, en une après-midi, il est capable de faire une candidature qui sort du lot. Et même chez nous, tu vois, où je pense qu'on est exigeant, etc., tu vas choper un entretien avec nous, on va discuter, on va voir s'il y a un fit ou pas. Mais les gens ne le font pas, quoi. Mais comme t'as raison, là, je suis peut-être dur. Enfin, c'est pas la faute des gens, c'est juste la faute d'un manque d'éducation. Au contraire, c'est le but, c'est que s'il y a des gens qui nous écoutent et que ça peut leur faire réaliser qu'ils ont le droit, c'est tant mieux et qu'il faut peut-être mieux passer une après-midi, comme tu dis, à faire une vraie belle candidature pour une boîte que t'as vraiment envie de rejoindre. C'est ça. Plutôt que de lâcher les CV dans 150 boîtes dans l'après-midi pour te dire, j'ai postulé, c'est bon. C'est ça, quoi. Fais le top 10 des boîtes qui te font rêver, dans lesquelles tu veux bosser et fais un effort supplémentaire, passe 1 heure par candidature, tu vas choper des entretiens, c'est sûr. 100% d'accord avec toi. Et un dernier truc que tu as évoqué, tu parlais du rapport à l'argent de ton équipe comme ambition personnelle. Alors ça c'est clôture ça me t'en parle, je pense. Non mais c'est un truc qui moi résonne beaucoup avec moi, que j'ai pas encore parce que je dois choisir mes batailles pour le moment, mais que vraiment j'ai pour l'ambition de mettre en place chez nous, c'est comment je peux mettre en place des choses pour que mon équipe, et notamment parce qu'on a beaucoup de jeunes, comprennent comment devenir riche à l'horizon 10-15 ans. Et je te parle finance personnelle, quoi. Finance personnelle, exactement. Donc qu'on parle d'investissement, qu'on parle d'immobilier, qu'on parle d'investissement risqué et moins risqué, tu vois, répartition de ton portefeuille d'actions, de crypto, etc. Comment est-ce que tu fais pour, tu vois, on a des gens dans la team qui ont entre 20 et 25 ans. Si dès aujourd'hui ils commencent à se dire, ok, 5-10% de mon salaire, c'est pour de l'investissement long terme. Quand ils auront 40 ans, s'ils jouent bien leur carte, ils auront plus besoin de bosser parce que ils auront un ou 2 appartements qu'ils auront pu autofinancer, etc. Donc moi, c'est une de mes ambitions numéro 1. Ça mettra un peu de temps à se mettre en place, mais je veux qu'on fasse venir des intervenants pour parler investissement. Je veux leur mettre dans les mains les outils qui se disent, par exemple, tu vois, ton salaire, il y a des outils qui existent aujourd'hui qui te disent
5%, 2%, 3% tous les mois, ils sont directement mis dans un ETF ou ils sont payés en Bitcoin. Toutes ces choses-là, tu vois, je veux qu'on les mette en place pour mettre les outils et éduquer notre team à devenir riche financièrement, tu vois. Ce qui va avec l'ambition que tu as qui va avec du coup le côté devenir la meilleure version de toi-même. C'est ça, exactement. Que tu pousses aussi, quoi. Et aussi loyauté, parce que si on est capable de leur mettre les outils et de leur donner l'éducation qui leur permet sur les 5-10 prochaines années de grandir financièrement en plus de tout ce qu'ils vont faire au niveau du boulot, bah t'as envie de rester dans la boîte en fait. Bah ouais, donc tu vois, donc c'est aussi l'idée. Génial. Dernière question pour toi, question traditionnelle. Qu'est-ce que ce serait ton conseil à un dirigeant ou à un head of people, un DRH, etc., qui hésite à ouvrir des chantiers sur sa culture de boîte, qui hésite à travailler dessus? Mon conseil, c'est que c'est sûrement un travail beaucoup plus... par exemple, tu vois, sur le côté recrutement, parce que il y a 1000 implications à ta question, mais sur le côté que recrutement, c'est sûrement un travail beaucoup plus long terme, mais où les résultats sont exponentiels et où un peu de la même manière que quand tu fais de l'inbound versus de l'outbound, où tu vas attirer des gens qui te ressemblent, comme nous, de la même manière qu'on attire des clients qui nous ressemblent. Donc oui, par exemple, se faire que de la chasse, c'est très bien, tu vas aller chercher des gens, des profils intéressants, mais s'ils arrivent qu'il n'y a pas de culture de boîte, tu vas pas pouvoir les convaincre. Alors que si tu te mets directement à la construire et à la partager aussi, à la diffuser, tu vois, à l'extérieur de ta boîte, tu vas attirer des gens qui te ressemblent et sur le long terme, c'est tout gagnant, quoi. C'est tout gagnant. Ouais. Super. Bah écoute, un grand merci. Merci à toi, Simon, c'était très très cool. Et puis à bientôt. À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.